Dans l'épisode précédent, nous avions analysé les origines de la police secrète et du service de renseignement. Nous avons distingué le système de fiches inauguré par Jérôme Fouché de Nantes, le système de fichage qui permet de répertorier les bandits et récidivistes en interconnectant les polices éloignées. Aussi le système de renseignement qui, suite à l'insurrection des cabristes, sera inauguré par la Russie des tsars et ensuite par l'URSS des bolcheviks. Ces informations sont disposées dans la vidéo précédente. Nous allons étudier dans cet épisode les particularités du NKVD ainsi que les services de renseignement qui en vont suivre jusqu'au KGB. C'est le 8 novembre 1917 qu'est élaboré par le deuxième congrès pan-russe des soviets, le NKVD. Les tâches du NKVD consistent officiellement à la régence de la municipalité, des ouvriers, des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire, aussi à la sécurité intérieure. Officieusement, elle contrôle les activités illégales liées à la Révolution nationale, le contrôle du comportement du pouvoir central mis en place, ainsi que le service d'action en cas de révolution nationale. C'est le 15 décembre 1930 que le NKVD est dissous et dilué dans les autres organismes d'État. Il faut bien faire le distinguo entre le NKVD de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui est le NKVD à son balbutiement, et le NKVD de l'URSS. Le NKVD, formé le 10 juillet 1934, traduit par la Direction principale de la sécurité de l'État. Le NKVD regroupe les forces publiques régulières de police de l'Union soviétique, soit la police routière, la lutte anti-incendie, les gardes-frontières, aussi les archives. Ils sont plus communément connus pour la Direction principale de la sécurité d'État, ainsi que le service de gérance des goulags. Le NKVD regroupe les pouvoirs juridiques et policiers. Une section spéciale attribuée au NKVD du dénominatif OSSO donnait l'autorisation au NKVD d'ordonner la déportation sans condition dans les camps de travail, dans les goulags, d'un individu suspect ou non. Les services spéciaux secrets informent les délégués du parti d'une probable invasion venant de l'Allemagne nazie. Néanmoins, les protagonistes, dont Staline, le dirigeant du parti, délaissera ces informations de côté. Les réformes NKGB, MGB, KGB. C'est le 3 février 1941 que se forme le NKGB, une branche du GUGB qui va réintégrer le GUGB suite aux opérations militaires engendrées par l'Allemagne nazie du nom de l'opération Barbarossa. Le service spécial réintègre donc la GUGB pour retrouver son autonomie le 14 avril 1943. Le NKGB va prendre le nom de MGB, soit le ministère de la Sécurité d'État de l'URSS. Les objets du NKVD. La principale fonction du NKVD est le contrôle des masses auquel un rapport est effectué et envoyé directement à la direction. Le NKVD a un impact majeur sur les inquisitions des Grandes Purges de 1636 à 1638, les Grandes Purges étant l'équivalent de la terreur sur le territoire français de la Révolution. De cette terreur causera une sale réputation au service de la NKVD. L'entité est reconnue pour la responsabilité de la mort de 3,5 millions de soviétiques durant les purges. Aussi, comme cité précédemment, le service de goulag est géré par le NKVD. Le NKVD dispose de cadres et d'employés au sein de la milice, que ce soit les délégués de la milice ou les employés de police. Un service spécial pour former les troupes d'élite était organisé au sein du NKVD, comme les infiltrations, les parachutages et les missions dangereuses. Les troupes d'élite les plus connues au sein du NKVD sont les Spetsnaz, soit les forces spéciales. Durant la guerre, le NKVD s'occupait des prisonniers de guerre. Ce sont leurs agents qui auraient tué 15 000 officiers polonais lors du massacre de Katyn en 1939. Aussi, durant la guerre, le NKVD avait la réputation d'être sans pitié, prenait en charge la section des tireurs d'élite devant tirer sur les soldats de l'armée rouge voulant refluer ou se rendre à l'ennemi. Le KGB. Nous diagnostiquons la date de création du KGB le 13 mars 1954. Le KGB germe du MGB, ministère de la Sécurité de l'État qui,
Après la mort de Staline en mars 1953, réunit les affaires intérieures, soit le MVD et le MGB, en un seul organisme, appelé pour les deux le MVD. Le MVD gère la police au niveau juridique, le KGB, lui créé, assume les fonctions de sécurité intérieure et extérieure, sous les ordres du Conseil de ministère. Le KGB va reprendre le cantique du général de Gaulle en se qualifiant lui-même de l'épée et le bouclier de l'URSS. Alors que nous sommes en pleine guerre froide, où le service de sécurité doit être à son optimum, le KGB réussit à infiltrer le service de sécurité américain et britannique à l'occasion de pénétrer les services de renseignement étrangers de par ses agents, les 5 de Cambridge. Le joyau de la couronne du renseignement furent les agents du KGB Klaus Fulch et Theodore Hall réussirent l'exploit de l'obtention d'informations concernant le bâtiment où avait été construite la bombe atomique, le projet Manhattan. Au niveau intérieur, le KGB utilise l'intimidation pour dégrader les opposants politiques accusés de subversion idéologique comme Andrei Sharakov ou Alexandre Solzhenitsyn. Le KGB envoie des agents doubles à l'extérieur, récupérer des données et informations sur les nouvelles technologies. Néanmoins, le KGB perçoit aussi des revers, notamment lors des insurrections de Budapest de 1956, dont le résultat fut un déclin important des capacités opérationnelles du KGB. Le KGB va redisposer des camps de travail du NKVD et seront responsables de la mort de millions de personnes étant considérées comme ennemis du peuple. Avec la déstalinisation, les projets des camps mal vus au niveau international, comme allant à l'encontre des droits de l'homme, sera minimisé. Objet. Le KGB est à l'URSS ce que la CIA est aux États-Unis. Néanmoins, le KGB a une très forte influence au sein du parti de l'URSS. Le contrôle de la société est considérable. Aussi, le KGB utilise un soft power, se considérant comme le bouclier pour défendre la révolution et l'épée pour écraser ses ennemis, comme cité précédemment. Le KGB assure l'espionnage extérieur, le contre-espionnage, la liquidation des opposants politiques et des organisations révolutionnaires à l'intérieur de l'Union soviétique, ainsi qu'à l'étranger. Elle surveille la garde des frontières, la sécurité du Parti communiste et des chefs d'État, ainsi que les propriétés de l'État soviétique. Le KGB, à force d'intimidation extérieure ainsi que de pots de vin, compte pour 1,5 million de collaborateurs, pour seulement 480 000 employés, dont 217 000 gardes-frontières. Le KGB plaçait sous surveillance les services administratifs n'ayant aucun rapport avec le KGB, ce qui permettait de les utiliser comme couverture. Le KGB va placer 30% de son effectif dans les ministères, dans les affaires étrangères, afin de remplir son service de renseignement. On surnomme les membres du KGB les araignées de par leur réseautage important au niveau international. Leurs agents infiltrent tous les milieux, politiques, intellectuels, religieux, maçonniques, militaires, industriels et étudiants. Pour les plus connus, nous avons l'Union internationale des étudiants, l'Organisation internationale des journalistes et la Fédération syndicale mondiale. Ces groupes d'infiltration des associations permettent au KGB d'implanter des agents à l'ouest, utilisés dans des groupes de révolte pour déclarer des désinformations, notamment l'opération Infection, connectée par le service des mesures actives de la direction du KGB avec l'aide des journalistes. Une quantité importante d'étrangers à l'Union soviétique collaborent avec eux, que ce soit pour des raisons mercantiles, idéologiques, qui soient contraints ou par le chantage. Les hauts fonctionnaires et personnes influentes, en partie, collaborent avec le KGB. On retrouve dans le KGB une absence de service d'analyse de renseignement, ce qui limite sa capacité à tirer profit des renseignements collectés. Ces renseignements vont vers d'autres services de renseignement, et donc le KGB patiente au lieu d'agir immédiatement. Ces renseignements collectés se retrouvent dans les mains des délégués des partis, notamment le dirigeant en place qui fera ce qu'il veut de ces analyses. Si les membres du KGB ne sont pas d'accord avec les analyses du parti, ces mêmes membres du KGB sont écartés. Ce qui avait comme conséquence que par peur ou par divergence, les membres du KGB ne transmettaient pas toutes les informations. Le service du KGB collecte des informations données par les individus, tandis que la CIA, elle, se basait sur des renseignements liés à la technologie et l'imagerie et le renseignement par signaux.
Au fil des décennies lors de la guerre froide, la CIA et le FBI durcissent leurs mesures de sécurité, ce qui fait que le KGB va devoir s'adapter, arrêter les renseignements humains, la priorité sera donnée sur de l'électronique au niveau de l'espionnage. Aussi, le KGB était préparé en cas d'une éventuelle guerre mondiale. Le KGB disposait d'unités blindées qui, en cas de guerre, doivent gérer les civils, tandis que l'armée est sur le front. La corporation du KGB. Le KGB est dirigé par un fonctionnaire nommé par le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Sur recommandation du département des organes administratifs, il existe un président du KGB, épaulé par un présidium du KGB. En bas de l'organigramme, vous avez la section et les services, avec l'école supérieure du KGB, le service de communication du gouvernement, la section d'enquête, la section de protection du KGB, la 12e section à l'interception téléphonique, la 10e section aux archives, ainsi que la 6e section à l'interception et à inspection courrier. Au-dessus, vous retrouvez la direction avec la direction de la construction militaire, la direction 15 à la sécurité des installations du gouvernement, la direction 16 à l'interception des communications, la direction technique opérationnelle, soutien technique aux opérations, la direction 6 contre-espionnage économique et sécurité industrielle, la direction 7 surveillance, la 4e direction sécurité des transports, ainsi que la direction de la protection de la Constitution. Au-dessus encore, vous avez la direction générale, avec la 8e direction générale, les sécurités des communications et chiffrements, la direction générale des gardes frontières, la 3e direction générale, le contre-espionnage militaire dans l'armée, la direction générale 2, le contre-espionnage, ainsi que la direction générale 1, le renseignement extérieur. La direction 1 est appelée PGU et la direction 2 VGU. L'ultime mission du KGB. En 1989 s'effondre le mur de Berlin, une image significative qui fera dire aux Américains qu'ils sont en train de gagner la guerre froide. Après le mur de Berlin, c'est l'effet domino. Tous les peuples de l'Est se révoltent contre l'occupant russe. Le 19 août 1991, avant que Gorbatchev et les dirigeants signent un traité d'union, un groupe se faisant appeler Comité d'État pour l'état d'urgence va chercher à prendre le pouvoir à Moscou. Ils annoncent que Gorbatchev est malade et qu'il avait été soulagé de son poste de président. Gorbatchev était alors en vacances. L'État est alors dirigé par le vice-président de l'Union soviétique, le Premier ministre, la Défense et le président du KGB. Des manifestations contre les dirigeants du coup d'État se soulèvent à Moscou et Leningrad. Le ministère de la Défense et de la Sécurité empêche les forces armées de combattre la résistance. Boris Eltsine se trouve alors dans un bâtiment russe du nom de la Maison Blanche. Un assaut planifié du bâtiment par la force Alpha, les forces spéciales du KGB, échoue après que les troupes refusèrent unanimement d'obéir. Une grande partie des cadres du KGB ont été réticents à soutenir les putschistes. L'image où Eltsine se tient debout sur un char blindé fera le tour de la planète comme symbole de la résistance face à la dictature de l'URSS. Le 21 août 1991, la majorité des troupes envoyées à Moscou se rangent ouvertement aux côtés des manifestants où ils firent défection. Le coup d'État échoua et Gorbatchev, depuis la Crimée, retourna à Moscou. À son retour, Gorbatchev promit de purger les conservateurs du PCUS. Il démissionne de son poste de secrétaire général mais reste président de l'Union soviétique. L'échec du coup d'État amène une série d'effondrements des institutions de l'Union, ce qui précipitera la fin de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Conclusion. Nous avons constaté dans cette série de vidéos l'amélioration à son optimum des services de renseignement secrets russes, amélioration vue sur le NKVD et allant à son optimum pour le KGB, qui notamment va faire des exploits dans le service du renseignement concernant la bombe nucléaire, ce qui la remettra de nouveau à égalité avec les États-Unis d'Amérique, qui étaient jusque-là la puissance nucléaire mondiale. Service de renseignement secret basé sur la fourberie, les pots de vin et le chantage a servi l'État qui l'avait créé de toutes pièces et pour qui, malgré les nombreux désaccords, sera toujours fidèle à l'URSS. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez déposer un petit like, un petit partage à vos amis, votre famille et vos proches. Si vous souhaitez savoir la suite des événements et qu'est devenu le KGB par la suite, je vous laisse déposer un petit like, un petit commentaire. Pour la prochaine vidéo,